Donc, je pense que c'est pas complètement un hasard que ceux qui sont partis d'un petit village ou d'une petite ville de région, qui finissent à Hong Kong, à Singapour ou finalement à Sydney, que ces gens-là entreprennent derrière. Je veux dire, ça me semble pas complètement déconnant. Il y a un moment où, en tout cas, ils ont pris des décisions, etc. Ils sont pas à fond sur le métro boulot dodo. Il y en a qui s'arrêtent dans ce voyage à la Défense. J'adore la Défense. Non, j'adore pas la Défense, mais je veux dire, en tout cas, dans un job confort ou une vie, telle qu'ils la veulent, et je le respecte. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux États-Unis aujourd'hui. Je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous présenter à mon invité qui est quelqu'un que j'admire profondément, quelqu'un qui n'arrête jamais et qui avoue volontiers qu'il ne dort pas beaucoup. Un serial entrepreneur qui a monté une bonne dizaine de boîtes et un podcasteur qui m'inspire. Et ouais, rien que ça, je suis très heureuse de vous présenter à Mathieu Stéphanie, CEO et fondateur de Cosa Vostra, créateur et host du génialissime podcast Business Génération Do It Yourself. Mathieu vient nous parler de son expatriation à Londres et à New York. On va discuter de ses nombreux voyages en immersion totale qu'il a eu la chance de faire en grandissant, mais aussi de son tout premier stage à New York et enfin de son premier et unique employeur, le quotidien Métro, qu'il a envoyé à Londres. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et d'entendre pour une fois Mathieu de l'autre côté du micro. Alors c'est parti. Salut Mathieu, bienvenue, comment ça va ? Salut Anne Fleur, je suis très honoré d'une présentation comme ça. Je sais plus où me mettre. Je suis dans un coin de ma salle de réunion, je me sens... Mais je te remercie, ça me touche beaucoup. Très heureux d'être là et d'être là aussi avec tes auditeurs. Et je dois quand même dire, tu dis que je dors pas beaucoup, mais au moment où on enregistre, il est 11h à Paris, tu es à Boston, il est 5h du mat, donc je pense envoyer un peu l'ascenseur aussi. Hein. Ouais, je te dis, c'est contagieux tout ça. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Parce que personnellement, je sais pas trop par où commencer. Entrepreneur, podcasteur, voyageur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, quel âge t'as et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît ? Alors, je suis Mathieu Stéphanie, français. J'ai 41 ans, papa de 3 enfants, mari comblé et entrepreneur. Je crois que c'est ce qui réunit quand même l'ensemble de ce que je fais. C'est que j'adore ce mot entrepreneur. Je trouve que il se lit sous plein d'angles. Et notamment entre, et puis preneur, et puis prise, et puis il ouvre un champ des possibles énorme. J'ai mis longtemps avant de l'assumer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand tu te présentes comme entrepreneur, trouvent ça soit prétentieux, soit tu la pètes un peu, je sais pas. En tout cas, voilà, moi je suis entrepreneur dans le sang, dans l'âme, jusqu'au bout des doigts. Je l'assume à fond. Ceux qui en pensent quoi que ce soit, T'as bien réussi. Voilà. Je sais pas si oui, j'ai bien réussi. Je vais dire oui. En fait, ça te réussit plutôt bien quand même. T'as raison. Et en l'occurrence, j'allais dire, je sais pas si j'ai bien réussi. Parce que la réussite est quelque chose de très subjectif. Ouais. Mais en tout cas, oui, j'ai bien réussi parce qu'il y a un métrique que je peux te dire fait que j'ai bien réussi, c'est que ça me plaît, quoi. Et je m'épanouis dans ce que je fais. Et donc je pense que après finalement tout le reste est assez accessoire, même si pas complètement, quoi. Je réussis à le faire dans un certain confort désormais, et pas que financier, un confort aussi de là où je veux aller, de ce que je veux faire, de vision, de ce que j'ai fait. J'assume beaucoup de choses. Donc voilà. Ouais. Donc je suis un entrepreneur heureux, toujours à sauter sur les prochains projets, assumer me planter sur un certain nombre de projets et à vouloir me planter encore plus pour y arriver encore plus, même si je déteste évidemment me planter. En fait, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait complètement partie du jeu. Exactement. On va en parler. T'as passé quelques temps aux US. Enfin, tu sais qu'aux États-Unis, de manière, les gens n'investissent pas en toi si tu t'es pas planté au moins une fois. Enfin, faut que tu puisses justifier d'un échec. Exactement, tout à fait. Oui, donc pour me présenter, en l'occurrence, je dirige une agence digitale qui s'appelle Cosa Vostra.
qui est la meilleure agence digitale du monde, évidemment. Sinon, je m'arracherais pas pour la faire. En tout cas, c'est mon objectif. Et non, j'ai vraiment une équipe de folie. On est en train de faire un truc qui est génial. Et le podcast, les podcasts dont je parlerai après, peut-être font partie de. C'est même pas une stratégie de tout ça. Ça monte en même temps. Et voilà, il y a une partie d'instinctif dans tout ce qu'on a créé et une partie très bien faite aussi et beaucoup plus construite. Mais Cosa Vostra est vraiment une aventure complètement folle. Et en parallèle de ça, donc je crée des startups avec mes associés. On fait des projets immobiliers parce qu'on s'est rendu compte que notre vie d'entrepreneur nous permettait ou même nous imposait de devoir pas avoir tous nos œufs dans le même panier, parce que si tu plantes ta boîte principale, ce qui est une option, ça peut arriver, à 40 ans, t'as plus rien. Et donc, tu vois, on démultiplie un peu quelques projets. On crée ces startups en plus. Moi, j'ai été picousé au podcast à partir de 2013-2014. J'en ai créé un certain nombre. Et ce que je voulais dire sur le côté de donc nos clients, on travaille pour beaucoup de clients chez Cosa Vostra, que ce soit, je sais pas moi, Google, Tagger qu'on a gagné là récemment pendant le confinement. Ça va être des startups. Qui on est très fiers de bosser. Enfin, dans les GAFA, on travaille pour pas mal de monde. On travaille pour beaucoup de boîtes du CAC 40, et on fait de la strat, du design, du dev et ce qu'on appelle du growth, donc du marketing, de l'acquisition de trafic, pour aider nos clients à devenir des acteurs importants du digital, à se transformer eux-mêmes, à comprendre comment fonctionnent les startups, à comprendre comment ils peuvent se faire les choses eux-mêmes, etc. Et c'est bien joli, tu vois, tout ça. Mais on a un beau discours là-dessus. Je te disais d'ailleurs en me présentant que j'acceptais de me planter et que même je voulais me planter encore plus parce que c'est partie du jeu. Chez beaucoup de nos clients, en fait, ils adorent le discours comme ça. Mais quand on se plante, nous, Cosa Vostra, pour eux, ou quand eux se plantent en interne ou voient qu'il y a un risque, ils peuvent pas l'assumer tu vois, du board, du COMEX, de leur machin, tu comprends, c'est compliqué, on a dépensé beaucoup, etc. Oui, mais en fait, tu vois, on te dit, je sais pas si tu es familière avec tout ce qu'on appelle les méthodes agiles, travail par itération. Oui, ce que j'allais dire, en fait, découvrir la startup qui est en toi, et donc, ouais, bien sûr. Exactement. Des méthodes agiles, c'est ce que tu appelles souvent des sprints. Tu vas faire bosser une semaine sur un truc, tu vas voir ce que ça donne. Ouais. Ah non, on n'a pas pris la bonne direction, on va faire autre chose. Ok, quand tu vends du service à un client, si je lui dis, là, on a bossé sur une semaine sur un truc, ta semaine, j'ai 4 personnes qui ont bossé dessus, ça va te coûter à peu près 10 000 euros. Mais en fait, cette semaine, avec tes équipes et tout ça, on a fait fausse route. Et là, il va te dire, ouais, mais bon, tu t'es planté, je te le paye ou pas ton truc? Bah oui, tu me le payes parce que moi, j'ai 4 gus qui ont bossé sur le truc, tu vois. Donc, voilà. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que, c'est pas forcément de leur faute à eux-mêmes, mais faut vraiment aller au-delà des paroles, quoi. Et là-dessus, il y a encore du chemin à faire. Instaurer cette culture de l'échec. Exactement. Tu peux imaginer ça de manière différente, quoi. Enfin, quand tu conduis, tu passes ta vie à aller un petit peu à gauche, à droite, parce que tu peux voir ça comme des micro-échecs. Quand tu apprends à faire du vélo, enfin voilà, toute ta vie, quand tu apprends des choses et que tu vas dans de nouvelles choses, de toute façon, tu corriges les choses. Le tout, c'est d'essayer de pas te prendre un mur quand tu conduis en voiture, parce que c'est un gros échec, ça te coûte un peu cher, mais d'accepter de temps en temps de te prendre une petite rayure, parce que tu as essayé d'aller un peu vite dans ce virage. Écoute, je t'ai dit un grand merci donc pour cette grande présentation donc, de ce que tu fais au quotidien, du coup. Tu vas faire un podcast de 3 heures, t'es prête ou pas? Non. Ouais, non, mais c'est ça, tu vas m'apprendre en fait à faire des longs podcasts, parce que pour ceux qui n'écoutent pas encore Génération de It Yourself, Mathieu donc interview des entrepreneurs, mais des entrepreneurs comme tu disais un peu au sens large, ça peut être des athlètes, des artistes, des chefs d'entreprise, des créateurs de tout genre, quoi. Des gens qui ont pris en main leur vie, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Qui l'ont fait eux-mêmes, do it yourself. et c'est vrai que c'est des longues conversations que j'écoute moi souvent en plusieurs fois, mais qui sont vraiment passionnantes. Et j'aime mieux ce mot conversation qu'interview, parce que c'est vraiment ce que je fais. Je crois pas je suis pas journaliste, je crois pas être dans l'interview, je suis vraiment dans un dialogue. Ouais. Alors, tu nous parles donc depuis Paris. On va parler aujourd'hui de tes expatriations donc à New York, aux US et à Londres. On va parler de ce qui t'a amené là-bas, de ton expérience sur place, de ce que ça t'a apporté même 10, 20 ans plus tard. Mais alors, avant d'aborder ça très spécifiquement, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu qui est-ce que tu étais? Qui était le petit Mathieu? Et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Est-ce que tu as beaucoup voyagé étant enfant? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des parents qui sont pas voyageurs du tout. D'accord.
Mon père a une sorte d'aversion totale pour le voyage. Ah ouais. Et à tel point, tu vois, que ma mère est née au Maroc. Elle fait partie de tous ces Français qui ont été chassés par le roi du Maroc dans les années 60. Elle y a vécu 13 ou 14 ans. Elle y est retournée pour la première fois qu'en 2018, je pense. Enfin, ce qui me semble totalement aberrant. Dingue, ouais. Tu vois. J'ai pas été élevé dans cette culture du voyage, même si en fait, il se trouve que le frère de ma mère, qui est lui aussi né au Maroc, Loïc, est lui un grand voyageur. Et quand j'étais petit, il revenait de ses voyages en Asie, beaucoup en Amérique du Sud, et il nous montrait ses photos de la Bolivie, l'Équateur, beaucoup d'Amérique centrale. Enfin, je me souviens de tout ça. C'était fou, quoi. C'était fou. Et puis c'était quand même une autre époque, quoi. Quand tu partais dans ces pays-là, dans les années 80, etc., tu pouvais te faire agresser à tous les coins de rue. C'était vraiment des trucs de baroudeur, quoi. Et alors, moi, ça me faisait mais complètement rêver. Il se trouve que mes parents ont eu la géniale idée, je le dis, je le redis, et je le redirai autant que possible. Mes parents ont cette géniale idée de nous envoyer, mes frères et moi, dans des familles aux États-Unis principalement, un tout petit peu en Angleterre, mais c'était moins bien, je pourrais y revenir, et aussi en Espagne en ce qui me concerne, parce que je parle espagnol, mes frères étaient plus sur l'Allemagne. Pendant que tu étais écolier, tu veux dire, on t'envoyait là-bas en séjour ? À partir de la fin de la sixième. Donc en sixième, j'avais 6 de moyenne en anglais. En cinquième, jusqu'à la terminale, j'étais le meilleur de ma classe, entre 18 minimum et 20 tout le temps. Et en fait, c'était de l'immersion totale dans des familles qui parlaient pas français. Donc la première, c'était Kansas City, Missouri. La deuxième, c'était Tampa en Floride. Ah ouais. Enfin, j'ai fait du Canada, j'ai fait du Rhode Island, j'ai fait tu vois, exactement. Comment s'appelle Providence, la capitale? Providence. Oh, c'était fou, j'ai adoré Providence. C'est vrai. Une petite ville, pourquoi il n'y a pas grand-chose. Non, mais en fait, je jouais au hockey sur glace et oui. je partais dans un c'était les champions universitaires de hockey sur glace à ce moment-là, et on m'a envoyé là-dedans, et tu découvres les universités américaines je te parle de 97, j'en sais rien, un truc comme ça. Même pas 95, je pense. Je pense qu'en 25 ans plus tard, il n'y a pas une université, même privée en France, qui a ce niveau de qualité, en fait. C'était fou. C'était fou. T'arrivais là-bas, c'était... Alors, c'est privé, hein, c'est différent. Mais donc, tu découvres ce monde. Voilà, réponse longue à une question courte. Mais donc, moi, j'ai appris le voyage et le goût de l'aventure et de la découverte grâce à ça. Et en plus, l'anglais, quoi, qui évidemment... m'a permis de passer au travers de mes études encore plus facilement, et en plus de découvrir le monde, de t'exporter facilement, voilà, de m'exporter avec l'explosion d'internet, de tout de suite être ouvert que sur le monde et pas que sur la France. Enfin voilà, je dis juste à tous ceux qui ont des enfants et qui nous écoutent, si vous avez pas beaucoup d'argent, ne les envoyez pas au ski, moi j'ai jamais fait de ski quand j'étais petit, en tout cas pas avec mes parents, et voilà, je m'en suis beaucoup payé par la suite. J'adore le ski, je suis un ouf de ski, hein, mais c'est moi qui me le suis payé, tu vois. Et voilà, envoyez-les. Vaut mieux qu'ils sachent parler anglais, qu'ils soient ouverts vers le monde, que qu'ils sachent bien skier, quoi. En l'occurrence, et je dis le ski, mais plein d'autres choses, quoi. Vaut mieux faire des sacrifices. Je les remercierai jamais autant d'avoir fait ça. C'est la plus belle chose qu'ils aient fait pour moi, même sur le côté ouverture, curiosité, découverte. Voilà. Ah bah c'est clair. C'est hyper intéressant, et c'est vrai qu'on sent même encore les étoiles un peu, tu vois, dans ce que tu dis. On sent vraiment que ça a été des moments hyper forts. Ton premier séjour, du coup, à l'étranger seul, t'étais en fin de sixième. Enfin, c'est vachement jeune. Fin de sixième, je me souviens que je suis parti avec mon frère, qui est mon associé, Pierre, mais il n'était pas dans la même famille. Donc on partait en même temps dans le même avion. Ils ont été sympas parce que Kansas City, c'est une ville, je crois, assez grande en termes de superficie. Lui, il était Kansas City, Kansas. Moi, j'étais Kansas City, Missouri. C'est coupé en deux. Et il nous avait au milieu du séjour, il nous avait fait nous revoir un petit peu. Et puis alors c'est drôle parce que t'as les anecdotes qui reviennent après, quoi. Mais mon frère qui me dit, en fait, j'ai halluciné, tu parlais tout le temps. En 2 semaines, tu étais bilingue. Et lui, il est plus taiseux, quoi, plus discret, mais il avait aussi beaucoup progressé. Mais mes parents qui te disent quelques années après, en fait, toi, t'es parti, tu nous as dit au revoir. Tu t'es pas retourné, quoi. Salut, tu vois. Et puis je me suis pas retourné. Ils se sont effondrés, genre putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que c'était une bonne idée? Ouais, bien sûr. Est-ce que c'était une bonne idée, etc. Chez qui il va, on sait même pas. Enfin, tu vois, voilà. Et t'arrives là-bas, honnêtement. Enfin, tu connais un peu ça, peut-être, mais
Kansas City, moi j'étais dans des espèces d'énormes zones résidentielles, sans fin, on appelle les suburbs. Voilà, où les suburbs, où les parents partent bosser la journée. Le suburb, en plein été, c'est la ville des enfants. Tu fais que des conneries, tu vas fouiller dans les placards des parents, tu sors leurs armes à feu, on les a pas chargées, enfin tu vois, c'est juste là tu vois. Non, mais tu vois les EUS comme tu le vois dans des films chez les plus jeunes, etc. Où t'es en vélo, tu te balades, tu vas voir les uns les autres, t'as des petites histoires d'amourettes, des petits machins. C'était génial. Tampa l'année d'après en Floride, c'était fou. Enfin voilà. Et j'ai fait des trucs beaucoup plus gros, du Toronto plus tard. J'ai fait du Moncton dans le Nouveau-Brunswick au Canada. Oh, wow. Oublie Moncton, le New Brunswick, tu découvres les Acadiens, etc. Tu fais comme dans le Kansas. Quand tu traverses du Kansas à Denver ou de Moncton à je sais plus où, tu peux faire des lignes droites d'1h30, en voiture, ou dans le Colorado, tu vas avoir que des champs à droite, à gauche, et pas une maison. Et à Moncton, tu vas voir que des arbres, des forêts. Voilà, donc non, c'était génial. Et voilà mon approche, ma découverte du voyage. De mon envie de voyager. Et plus tard, du coup, j'ai voyagé tout seul en Indonésie, au Brésil. Voilà, dès que j'ai fini mes études, j'ai fait des voyages tout seul ou avec des potes, mais au Maroc. Enfin voilà. Donc ces premières expériences t'ont accroché quand même, enfin je veux dire t'ont donné envie de recommencer quoi. T'as clairement pas été traumatisé. Complètement. D'accord. Et alors en faisant des recherches un peu tu vois sur ton parcours personnel, donc j'ai vu t'en as touché 2 mots avec le Rhode Island que t'as été joueur de hockey professionnel. C'est vrai? Enfin, c'est complètement dingue cette histoire, genre t'en parles même pas. Moi je suis une grande fan de hockey sur glace. Alors j'aimerais bien que tu m'en dises 2 mots. Que ça a dû te faire voyager. Le professionnel, pour quelqu'un qui habite à Boston, les Boston Bruins, dont j'avais le maillot, et voilà, que j'ai encore d'ailleurs. Le professionnel, il pourrait paraître un peu exagéré, mais techniquement, je l'étais. J'ai été payé pour jouer au hockey sur glace. Les universités, jusqu'à il y a pas longtemps, la NHL, c'était les ligues universitaires. Enfin, c'était Ben, c'est ça. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas été payé aux États-Unis. Moi, j'étais en France, j'étais payé. On jouait dans ce qui est l'équivalent de la Ligue 2. Enfin, tu vois, j'étais pas en ce qu'ils appellent en national. Maintenant, ça a d'autres noms. J'ai joué du hockey sur glace, au hockey sur glace de 9 à 18-20 ans. Et oui, la dernière année, on était une bonne partie de professionnels dans l'équipe. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est un sport très peu visible en France, mais qu'il était. J'habitais à Cherbourg à cette époque-là. C'était vraiment le sport numéro 1 de la ville. On avait, 1500 personnes qui venaient nous voir jouer tous les week-ends sur 2, et on s'éclatait. C'était une aventure phénoménale, vraiment incroyable. C'est génial. Très beau souvenir. Et le sport, je suis en train de regarder The Last Dance avec Michael Jordan. L'esprit d'équipe, c'est pareil, c'est des valeurs incroyables, et pareil pour mes enfants, je vais faire attention à ce que ils jouent aussi à des sports d'équipe, parce que je pense que il y a du bon et du mauvais, mais il y a beaucoup de bon. Donc tes enfants vont voyager et faire du sport. Ouais, exactement. Super, écoute, c'est super intéressant tout ça. Donc joueur de hockey professionnel, donc tu arrives à étudier 18-20 ans, tu fais une école de commerce, et comme beaucoup finalement d'étudiants maintenant, mais pas tant que ça, je dirais en 2000, tu pars faire 6 mois à l'étranger, donc tu prends la direction de New York. Est-ce que tu as choisi New York, ou est-ce que c'est on t'a imposé? Comment ça se passait le choix de la destination, et quels étaient tes objectifs? C'était un peu un autre monde. Peut-être que j'aurais pris la Chine maintenant, en tout cas pour aller découvrir quelque chose de très différent. Je sais pas d'ailleurs, mais à l'époque quand même. À l'origine, je voulais aller aux États-Unis. Je connaissais déjà un peu puisque j'étais allé quand même quelques fois. New York, c'était vraiment quand même la ville qui me faisait rêver, mais il y avait quand même déjà la Silicon Valley qui commençait à me taquiner un petit peu. C'était un peu plus random pour chercher un stage à l'époque quand même, parce que prends aussi ce que tu trouves, quoi. J'étais quand même t'es un peu dans une période où quelques années avant, je parle de, tu vois, donc mon stage il était entre 99 et 2000. Quelques années avant, je parle de 96, 97. Pour trouver un stage, t'envoyais des lettres de motivation papier, quoi, tu vois. Donc je sais pas si ça se faisait par fax, je pense pas, j'en sais rien, mais t'étais vraiment sur un chiffre qui était assez important. Et voilà. Et donc en plus, depuis la France, en France tu candidatais pas en 98, 99
par mail, quoi, ou très 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 peu. Ouais. C'était que quelques boîtes qui faisaient ça. Du coup, tu trouvais à peu près ce que tu voulais. J'ai cherché pas mal en Californie. Moi, j'aurais bien aimé aller soit à Los Angeles, soit à San Francisco et New York éventuellement. Voilà, c'était mes trucs. Je voulais surtout pas aller en Europe parce que trop près. Voilà, moi, je voulais partir Trop loin, m'éclater, etc. Il se trouve que j'ai trouvé un stage, un premier. J'étais hyper content. Une boîte. Moi, je voulais aussi faire du cinéma. Là, c'était une boîte de prod. C'est pour ça que Los Angeles, ça me plaisait pas mal. Une boîte de prod qui faisait des tas de choses. Ils m'envoient un stage. Je me dis super, etc. Et puis à la fin, en fait, je découvre que c'était une boîte de production de films porno gays. Ce qui en soit d'ailleurs gay ou pas gay. Je me suis dit attends, est-ce que je veux vraiment mettre une ligne sur mon CV, la première ligne, c'est pas facile à défendre comme première expérience professionnelle, quoi. C'est ça. Après mon stage chez Darty, mettre ouais, leader mondial du porn gay. J'étais pas complètement sûr, mais tu vois, en plus, encore une fois, je reviens là-dessus, c'était pas clair, quoi, ce qu'ils faisaient, etc. Et puis finalement, ils avaient dû mettre à jour leur site, voilà. Et du coup, à un moment, j'ai compris que c'était ça. Non, je vais trouver autre chose. Et du coup, j'ai trouvé un stage à New York, si tu voulais être dans la prod, c'était plutôt du film indépendant, film d'auteur, toujours un peu aujourd'hui, mais sinon, c'est plutôt de l'autre côté des États-Unis. Et donc, j'ai trouvé une boîte qui s'appelait Zeitgeist Film, qui était un distributeur de films, principalement européens, des films des frères Cohen, Olivier Assayas, plein de super films. Et ils m'ont proposé un stage d'un peu plus de 6 mois. Donc je suis arrivé à New York dans cette période, juste un peu la fin de la canicule, le début de l'été indien, pour arriver jusqu'au cœur de l'hiver, qui est magnifique, jusqu'au cœur de l'hiver en février. Et c'était une expérience complètement folle, quoi. Et je pense que c'est probablement le meilleur moment de fin août à fin février, début mars. C'est bien que tu commences pas par l'hiver. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu dur quand même la première fois, mais ouais. Et voilà. Et j'ai découvert, pour te le expliquer rapidement, une culture assez dingue où en fait moi je suis arrivé, ils m'ont dit voilà justement un publipostage à faire. Donc on revient sur un truc où t'envoyais encore des courriers, donc fallait que j'imprime, que je plie, que je colle, que je me débrouille avec des étiquettes autocollantes, etc., et que je fasse tout ça. Ils m'ont dit bon, voilà, t'as à peu près 2 semaines pour faire ça, ils prennent à peu près le temps, les stagiaires, ce temps-là pour le faire. Et là, je me suis dit non mais attends, t'es ouf. Genre, je vais pas mettre 2 semaines à faire ce machin. Je suis pas là si longtemps que ça. Je veux pas faire du publipostage. Je suis là pour apprendre l'anglais, apprendre le business. Ça va, quoi, tu vois. Donc du coup, le truc rapidement. J'ai rien dit. Et ouais, je l'ai fait en 1 jour et demi, je crois, ou un truc comme ça. Donc ils m'ont regardé, ils se sont dit oula. En fait, c'est marrant, tu vois. J'ai pas rejeté le truc, je les ai regardés, je fais ok, très bien. Je me suis mis en mode, tu vois, Fordiste, staccanoviste, et le truc, je l'ai fait bien et vite. Et ils se sont dit ok, il a l'air fiable. Ils m'ont refilé 1 ou 2 trucs à la con à faire, des courses en externe, etc. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit mais il est fiable le petit là, tiens, on va essayer un truc. Puis à un moment, ils m'ont dit tiens, va voir tout ce qui est université, etc. Ils avaient toute une partie de leur business qui était de vendre et de louer des films aux universités à travers le pays, qui étaient des bons clients, mais pas leur principal business. Et ils se sont dit bon, voilà. Et puis moi, j'ai développé ce machin et j'ai laissé à la fin un truc qui tournotait, quoi. Enfin, pour mon âge, j'étais assez content. Eux étaient hyper contents. Ils ont développé le business derrière. Enfin, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en France, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça, hein, mais qu'à là-bas, j'avais vraiment l'impression qu'on me laissait ma chance, qu'on m'a laissé m'épanouir dans le truc et dans cette ville où tu sens vraiment que tout est possible. C'est vrai, hein. Ça paraît presque cliché de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, il y a une énergie qui se dégage. Tu peux tout faire, tu te sens presque invincible à New York. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Et puis quand je t'ai dit tout est possible, c'était vrai sur tu vois, je suis arrivé dans un tout petit truc miteux d'une Française qui me louait ce machin, etc. Puis finalement, j'ai trouvé dans Chelsea en fait une chambre dans un appart énorme, un loft. C'était mon rêve, le loft à New York, gigant, voilà. Et en fait, avec un type hyper sympa, et on partageait juste la salle de bain. J'étais avec ma copine de l'époque. Enfin, on avait ce truc où tout le monde arrive en disant mais c'est
quoi votre machin en fait. Et tu vois, quand je dis tout est possible, c'est que tu arrives à trouver des plans comme ça et finalement à la fin ce truc se finissait, il a fallu que j'en trouve un autre et j'ai trouvé un autre loft énorme. Et en fait, t'es un peu démerdard dans ce genre de ville. Tu sens vraiment que tu copines avec un tel, tu vas voir truc. Enfin, tout ça va vite. C'est vraiment les opportunités à une vitesse, à l'américaine quoi. Le rêve américain puissance 10, c'est New York. Ouais. Moi, je suis tombé complètement accro de cette ville, cette mentalité de ces gens. En fait, il y a peu de vrais New-Yorkais. Il y a que des gens qui, il y en a évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui transitent, de tous les coins du monde et qui ont refait leur vie là. Ouais. Du coup, évidemment, ils sont normalement plus accueillants et plus dans ce dynamisme. Voilà. Ouais. Certaines villes plus fermées, mais j'en ai pas forcément en tête en disant ça. Non, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est une mentalité qui est particulière que tu retrouves pas aux quatre coins du globe, c'est clair. Ouais. Une question que j'avais pour toi, donc du coup, t'es parti pour la première fois pour ton stage, quoi, parce que t'étais parti avant, on l'a dit. Fin années 90, t'as d'ailleurs passé 99. Ouais, voilà. Enfin, les années, fin des années 90. Fin des années 90, ouais, t'as raison. Ouais. Et d'ailleurs, t'as passé l'an 2000 à New York, ça doit être un peu dingue. Mais du coup, en fait, tu sais, maintenant, si je dois partir, moi, je suis partie pour la première fois, c'était en 2007. Bon, il y avait pas autant qu'il y a maintenant, mais je pouvais quand même trouver des blogs, des trucs comme ça sur la destination. Alors, je sais que t'es pas un dinosaure, qu'il y avait Internet, mais quand même, t'es quand même plus limité en termes de recherche. Comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que tu te prépares à une première, à ce genre d'expérience? Est-ce que finalement tu y es allé en mode j'ai confiance, ça va bien se passer et t'as pas forcément fait la blinde de recherche? On en parlait avec Clémentine Sarlat il y a pas longtemps qui nous disait qu'elle justement elle est venue comme ça quoi, elle a vu la page Wikipédia et c'était à peu près tout. Ou est-ce que t'as réussi à connecter avec des gens parce que j'imagine que sur New York tu trouves quand même plus facilement des gens qui sont passés par là. Comment ça s'est passé? Il y avait quelques recherches. Enfin, tu vas chercher un petit peu en effet. Bon, alors, à cette époque-là, ça devait être le guide du routard ou ce genre de choses. Tu vas l'acheter par principe pour regarder un peu ce qui se passe, les quartiers où vivre, ces choses-là. Et moi, j'ai toujours été assez, on verra, quoi. Tu vois, pour mon premier gros voyage. Pas besoin de surpréparer, quoi. Ouais. En fait, je pense que quand tu surprépares, tu vas trop dans les clichés. Et moi, je crois beaucoup à un peu la sérendipité, la chance. Je crois à la chance, tu vois. La chance, tu la crées. Tu vois, pour te donner un autre exemple, mon premier voyage que je fais tout seul, alors dans une île qui aujourd'hui est, tu te dis, c'est pas très aventurier, mais à l'époque, c'était pas très aventurier, mais c'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui. Je suis allé à Bali, 2001, donc finalement, ouais, un peu plus juste après. Bali, tu es arrivé là-bas. Alors à l'époque, je crois que c'était 2 millions ou 3 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui, ça doit être entre 15 et 20. Donc ça avait quand même rien à voir. Je suis arrivé là-bas, j'avais une nuit d'hôtel pour le premier jour et rien d'autre. Et c'était un tout petit hôtel que j'avais trouvé un peu sur internet rapidement. Voilà, j'avais booké ce machin. Et il se trouve que bon, finalement, je croise des Anglais. C'est sympa, machin, etc. Et puis tu restes 2-3 jours. Et puis au bout d'un moment, il y a un type qui arrive et fait la teuf un peu et puis il me dit écoute, j'ai un endroit sur l'île, ça s'appelle Dreamland. T'as encore trouvé un endroit de dingue. Voilà, il me dit en fait la règle c'était t'as le droit de donner l'endroit, tu peux y aller et t'as le droit de donner l'endroit à une personne, pas plus. C'est énorme. Et donc du coup le type il devait rester à une personne, sinon c'est exponentiel en fait. Tout le monde se met à y aller. Et donc, il y avait une règle entre occidentaux, entre guillemets, qui faisait, c'est un petit village de pêcheurs. T'arrivais là-bas, ça s'est beaucoup transformé. Moi, j'y suis retourné 2 fois dans les années qu'on suivit. Et en fait, ça avait plus rien à voir à chaque année parce que ça s'est quand même finalement occidentalisé. Mais t'arrivais là, dans ce village, t'avais des pêcheurs, ils pêchaient, ils avaient leur petite cabane. Tu logeais chez eux sur les paillasses devant, ils avaient leur petite chambre. Voilà, il y avait pas l'eau, pas l'électricité. Tu payais pas pour être sur leur paillasse. Le seul truc que tu faisais, c'est que tu payais ta bouffe chez eux. C'est-à-dire que tu n'allais pas manger ailleurs, voilà. Et ils te vendaient, le truc le plus cher, c'était un plat de barilla, parce qu'ils achetaient des barillas pour les Occidentaux qu'on avait au bout d'un moment marre de leur mi-goreng et nasi goreng special. Et tu mangeais tes barillas, c'était $2. Et donc, pour te dire, j'ai dû une fois y rester une année après avec Lucie qui est devenue ma femme. Pendant 10 jours, je pense qu'en 10 jours, ils nous ont fait payer $60 à deux, tu vois. Donc, c'était vraiment, t'étais dans le, voilà. Tu trouves pas des choses comme ça
si tu prépares trop, en tout cas si tu vas trop dans les trucs, tu vois, un peu clichés, c'est vraiment tu vois, la chance, la rencontre, le truc, et c'est ce que je disais un peu sur New York, en fait. Euh, tu sautes d'un truc à l'autre et puis tu vois que ça marche pas, ou t'arrives dans un endroit et tu vois que ça te plaît, et tu vas chercher mieux mais dans le même endroit, ou tu vois que ça te plaît pas, tu vas chercher autre chose ailleurs. Donc je crois qu'il faut avoir un point de chute et puis après Ouais. sentir dans ce Ouais, niveau-là. non, c'est clair, ça te permet de garder une ouverture d'esprit beaucoup plus importante et donc de tomber sur des découvertes assez dingues, comme ça fait rêver. Moi, je rêve de l'Asie, tu vois, donc tu me fais encore plus rêver. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir en Asie, je pense, ouais, en effet. Tu fais donc ce stage qui se passe donc bien. Tu trouves, voilà, tu te découvres aussi toi. Tu trouves d'un point de vue logistique, tu tombes sur des trucs super chouettes. Tu finis tes études, du coup, si j'ai bien suivi. Tu rentres en Europe et tu pars à Londres. Comment est-ce que tu es parti à Londres? Tu es parti en temps. Alors, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais tu travaillais dans la publicité, si j'ai bien suivi, pour Métro, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. J'étais chez Métro, le quotidien Ouais. gratuit, qui se trouve être le quotidien à l'époque le plus lu au monde, ou en tout cas parmi les plus. Alors il y a 2 quotidiens japonais qui s'appellent, et qui doivent toujours exister, qui s'appellent Yomiuri Shimbun et Asahi Shimbun, qui Les étaient, concurrents? enfin ça se D'accord. battait encore, enfin pas des concurrents, mais eux c'était que au Japon. Métro, c'était un quotidien qui était donc ce gratuit avec Métro en vert, enfin en blanc sur fond vert, donc d'origine suédoise, dans 25 pays. Voilà. Moi, j'avais participé à partir de 2002. Enfin, j'étais le premier employé français, donc vraiment sorte de projet où en fait j'ai aidé des Suédois, des Hollandais, des Danois. Enfin, on était 5-6 au début à créer un journal en France en 2 mois. Waouh. Donc un truc Ouais. vraiment fou. Boîte hyper dure, mais en revanche qui a un ascenseur complètement dingue. C'est-à-dire que si pareil, si t'es dévoué, que tu fais pas trop de conneries, tu pouvais avoir des échecs d'ailleurs, mais si t'étais à Donf, moi j'avais, tu vois, on était 2 ou 3 comme ça, mais on avait vraiment le sang vert, quoi. Mais en revanche, autour de nous, c'était un carnage. C'est-à-dire que les gens Restez arrivaient, pas longtemps. beaucoup se Ouais. faisaient virer, enfin fallait travailler dur, pas trop se Ouais. plaindre, avoir quand même du résultat sur certaines choses. Enfin, c'était vraiment. Mais en revanche, quand ils voyaient que tu étais dévoué, dédié, voilà, une très belle école de business. Et en gros, quand je suis rentré chez Métro, ils te disent, tu vas commencer télésales. Donc, en gros, t'es télévendeur. Là, tu dis comment ça, télésales tu veux dire que je vais vendre. Enfin, ça va, j'ai fait mes 5 ans d'études. Tu vas pas me. Enfin. Et elle dit si, c'est comme ça, c'est la règle dans tout le groupe en fait. Alors c'est des écoles, hein, ces groupes-là dans les pays nordiques, comme le font Procter par exemple, où ils vont te dire Là, tu tu vas commences commencer à à aller faire tel vendre truc, tout le monde passe par là. du head and exactement. Il faut que tu connaisses la Ça. base du marché pour JC pouvoir Decaux fait monter dans la boîte. pareil. Ouais. Exactement. Donc du coup, bon, tu dis ok, et ils disent si tu te débrouilles bien, tu seras télésales pendant quelques mois ou 1 an ou 2, et puis après tu vas passer sur les key accounts, et puis après tu vas pouvoir passer sur l'international. Bon, ok, tu te dis ils vendent un peu le truc, et en fait, j'ai vraiment suivi le truc. En quelques mois, j'étais sur les comptes clés, je gérais les plus gros portefeuilles de Métro en France très rapidement. Donc 2002, 2003, 2004, je commence à dire que je veux un peu bouger, que je veux faire d'autres choses dans le groupe. Et il se trouve que, comme je connaissais très bien le CEO, puisqu'il avait beaucoup participé au lancement de la France, ils ouvraient un poste tous les ans de ce qu'ils appellent c'était un trainee program. Ah ouais. Donc tu avais un trainee. Donc c'est pas le trainee, souvent on le considère comme un stagiaire. Le trainee program, Jeune pro, c'était c'était vraiment tu deviens le bras droit du CEO. Ah ouais. Et j'avais un peu été comme ça, hein. J'étais vraiment, je crois qu'en Tunisie, ils disent le chaoui. J'étais le méga chaoui quand j'ai commencé là-bas, c'est-à-dire le larbin, quoi. Je faisais tout chez Métro au tout début. Et là, Tu fais tout, mais en même temps, du coup, t'es sur le terrain pour tout, quoi. T'apprends tout, du coup. exactement. Ouais. Mais sur le terrain, et puis tu vois, les conditions générales de vente, tu vas prendre celles de Libération, Le Parisien, Le Figaro. Ouais, Tu vas les mixer tout en temps ensemble, et puis tu vas faire ta tambouille. C'est un gros truc pourri, mais bon, on s'en fout, ça avance. Tu vas vraiment en mode start-up avant l'heure. Et donc après tu fais ça, puis tu recrutes des gens qui sont, tu sais pas recruter, donc tu fais de la merde, et puis puis en fait à la fin t'apprends, et voilà. Et donc là ils cherchaient un trainee, ils me font passer des tas de tests, quotient émotionnel, ce qui était ce qui est même encore très rare, mais voilà, QI, enfin les trucs un peu basiques, etc. Et ils me disent vas-y, c'est bon, t'es qualifié pour ce truc-là.
J'étais hyper content, donc du coup je pars à Londres pour ce truc-là. Et au moment où je pars, il y a le patron du business qui me dit écoute, c'est quand même un peu con parce que tu faisais beaucoup de business en France, te retirer complètement du business. Ça nous arrange pas. Non, ouais, c'est un peu dommage. Enfin, nous tu vois, tu vas couper un peu de l'argent. Et puis en plus, bon, bah, si tu viens ici et que tu prends un rôle business, bah, tu vas bien. Moi, je monte une grosse équipe, tu vas bien gagner ta vie, etc. Donc, j'avais un peu le côté, soit j'arrive dans une ville qui coûte cher à l'époque et toujours, mais Londres coûte très cher comparativement à Paris. J'étais trainee, larbin, payé pas très cher, ou sales, un peu plus star et payé plus que très correctement. Des choses comme ça. Ouais, exactement. Ah, tu te dis bon, j'hésite un peu, etc. Et j'ai un peu vendu mon âme au diable à ce moment-là parce que je crois quand même que peut-être que tu vois, mais ce que je te disais sur New York, ce que je te disais sur même le sport, le hockey, etc. Moi, je suis un besogneux et en fait, je suis allé dans la facilité et honnêtement, j'ai pas beaucoup de regrets, mais je pense que j'ai déconné à ce moment-là. D'accord. Donc du coup, j'ai pris l'option sales, etc. Tu vois, pour l'anecdote, le type qui a pris ma place, un type que j'adore en plus, que j'ai pas vu depuis longtemps, Gabriel Jacobsen, 3 mois après être arrivé à Londres, ils ont viré le CEO de la République tchèque et ils lui ont dit bon, écoute, il y a pas de CEO, donc tu vas faire le remplaçant. Et le mec est resté CEO de la République tchèque pendant 3 ans après. Ah ouais. Tu vois. Enfin, c'est ce genre d'opportunité que tu crées tu vois. Et c'est à la limite, voilà, ça peut même recouper ce que tu me disais sur être trop sécurite, te dire je veux trop mon quartier quand j'arrive, tu prépares trop, etc. Là, c'était vraiment l'aventure, quoi. Et moi, je suis baroudeur aventurier. Là, j'ai choisi l'option cosy, confort. Ouais, un truc qui te ressemblait finalement pas beaucoup, quoi. Ouais, exactement. Et voilà. Et du coup, j'ai débarqué à Londres dans ces conditions qui étaient très bien et quand même. Et j'ai adoré cette ville. D'accord, alors on va en parler un petit peu plus. J'ai l'impression que Londres, ça a été un tremplin finalement pour toi vers l'entrepreneuriat. Je trouve en fait, tu vois, on a eu une 60aine déjà d'invités sur le podcast et la proportion d'invités qu'on a eu qui ont monté une boîte ou qui sont en train de le faire, je trouve ça hyper intéressant en fait. Le parallèle qu'on peut voir justement entre expatriation et entrepreneuriat, et c'est un peu ce que tu disais en fait, c'est que tu sors de ta zone de confort et peut-être que du coup tu dis bon quitte à prendre des risques, autant y aller à fond et autant tester mon idée, autant créer. Est-ce que tu considères justement que l'expatriation t'a ouvert un peu le champ des possibles en fait, parce que c'est pendant, corrige-moi si je me trompe, ton séjour à Londres que tu as monté Citizen Side, c'est ça? C'est à la toute fin, oui. Alors je sais qu'il y a tout un contexte. Peut-être que tu peux nous raconter, mais si je dois revenir sur ta question, qui est un peu long d'ailleurs. je pense que non, mais je pense que c'est une belle analyse et finalement, si je peux le reformuler, je pense que ça commence pour quelqu'un comme moi qui a grandi, tu vois, à Cherbourg en Normandie, qui est vraiment, si tu situes le Cotentin, la Manche et le Nord Cotentin, c'est quasiment insulaire. Tu vois, moi j'ai des origines corses, mes parents sont en Corse maintenant. Là, c'est carrément insulaire, mais là, tu es dans quelque chose qui est loin de Paris, à 3h20 et demie en voiture, quasiment autant en train, des zones très enclavées, pas forcément sexy. On voit pas ça aussi bien que finalement le sud, le sud-ouest, la Bretagne même, où tu vois, ou le nord pour ses côtés business. Enfin, tu vois, peu de gens vont dans ces coins-là, etc. Et il y a plein de zones enclavées comme ça en France. Hein, même pas forcément physiquement, mais des zones qui sont loin de tout, quoi. Et partir de même Clermont-Ferrand, plus grosse ville, Besançon, du fin fond de l'Alsace, ou voilà, et aller dans la plus grosse ville du coin pour faire tes études, ou aller encore plus à Paris. Enfin, ça montre déjà un goût pour partir de chez toi, tu vois. Enfin, je veux dire, la majeure partie des amis au collège sont toujours à Cherbourg, j'imagine, tu vois. Donc finalement, il y a quand même un début de voyage ou d'aventure qui se crée là. Au bout du monde pour Exactement. Mais après, tu as la step further, et tu vas aller petit à petit, tu vois, un tout petit peu plus loin. Et donc, je pense que c'est pas complètement hasard que ceux qui sont partis d'un petit village ou d'une petite ville de région, qui finissent à Hong Kong, à Singapour ou finalement à Sydney, que ces gens-là entreprennent derrière. Je veux dire, ça me semble pas complètement déconnant dans le, tu vois,
il y a un moment où, en tout cas, ils ont pris des décisions, etc. Ils sont pas à fond sur le métro boulot dodo. Il y en a qui s'arrêtent dans ce voyage à la Défense. J'adore la Défense. Non, j'adore pas la Défense, mais je veux dire, en tout cas, dans un job confort ou une vie, voilà, telle qu'ils la veulent, et je le respecte. Donc voilà, moi je suis arrivé en tout cas à Londres. J'étais en plus assez content parce que j'étais en charge de développer le business de deux manières. C'est trouver des clients internationaux, donc pour vendre des campagnes, je sais pas, à Nissan sur tous les pays du monde chez Metro. Donc c'était très politique, intéressant parce qu'on avait des concurrents, mais tu vas dire tiens, si tu vires 20 minutes de ce plan média en Espagne, et ben moi je t'offre la République tchèque, tu vois. Et donc on avait des appuis ou des choses qui étaient assez sympas. Le boulot était assez cool. Et puis après on travaillait aussi sur les ouvertures de pays. Donc moi j'ai pas mal travaillé sur l'ouverture de l'Allemagne qui finalement s'est jamais faite. Et en fait donc assez stratégique, c'était bien. Et du coup je voyageais beaucoup aussi en intra-Europe. Et donc je faisais beaucoup de Scandinavie. Pas mal d'Europe, enfin Espagne, Italie, un peu de Portugal mais pas beaucoup, de l'Allemagne beaucoup, Hollande, etc. Et donc super quoi, tu vois, très crevant parce que alors au début je faisais de l'intraday, tu partais le matin, tu te lèves à 5h, tu reviens le soir, il est 11h minuit. Voilà, mais du coup à la fin je décidais de faire toujours une nuit là où j'allais, ce qui était la meilleure idée que j'ai eue, et comme ça tu découvres des endroits, tu rencontres des gens, et voilà, c'est quand même le but, hein. Si c'est le but c'est juste le business, moi ça m'intéresse pas. Et puis en fait il y a pas de kiff, tu vois, à la fin, donc il faut découvrir comment les gens vivent à Amsterdam, comment les gens, tes clients, tes confrères, tes collaborateurs, enfin voilà. Et donc c'était super, mais en effet, sans rentrer dans les détails, ça s'est pas très bien passé avec mon boss. J'avais d'autres idées qui germaient. Une idée notamment qui était une place de marché dans la publicité. J'ai quitté la boîte en me disant tiens, je vais monter ce machin. Et il se trouve que quelques semaines après, j'ai fait autre chose. Alors encore, peut-être pas la meilleure idée de ma vie, parce que je pense que la place de marché sur la publicité aurait probablement mieux marché que Citizen-Side, qui était une bonne idée, qui a bien marché, hein, mais qui était donc l'idée de base, c'est de dire on devient tous reporters. J'ai vécu notamment à Londres, moi, les attentats de 2005. Alors il avait dû y avoir des attentats en Espagne en 2004, mais métro, on va dire dans le métro. Pour moi, le 2005, enfin. C'est vraiment une nouvelle série on en a vécu depuis à Paris, mais c'était vraiment un truc où, tu vois, il y en avait près de Liverpool Station où moi je passais tous les jours. Enfin, bon, très, comme on l'a vécu plus tard à Paris, mais stressant et compliqué. Mais j'avais compris un truc, c'est que les seules images qui sortaient, c'était des images de téléphone mobile. Ouais. Et c'était la première fois, le début des appareils photo sur téléphone mobile. C'était pas une avoir tant que ça. 1 sur 1000, ouais, il y avait un Nokia, peut-être un Samsung et basta, tu vois. Donc, il y avait personne qui en avait, et des photos un peu pourries, etc. Mais je m'étais dit, tiens, il se passe un truc, et je me suis dit, on va proposer aux amateurs d'envoyer des photos, des vidéos sur une plateforme, et les revendre, ces photos, devenir une agence de presse participative, photos, vidéos, et pour être vraiment une sorte d'AFP des amateurs. C'est une super idée. D'accord. Et donc l'idée était venue suite à la série des attentats de Londres. Je vais faire un parallèle un peu peut-être bizarre avec mon histoire, mais c'est un peu différent parce que moi c'était l'inverse. J'y étais pas, mais tu vois, moi en novembre 2015, j'étais à Boston, donc j'étais très loin de Paris, mais je me suis jamais en fait finalement sentie aussi loin et aussi étrangère en fait du pays d'accueil dans lequel j'étais. Et du coup, je me demande en fait. C'est des événements qui remettent un peu en question tout en fait quand ça se passe, tout aussi près de toi comme tu le disais. Tu t'es senti anglais à ce moment-là? Tu t'es senti français? Tu t'es senti étranger? Comment ça s'est passé? Là, tu te sens plus qu'anglais parce que tu te sens londonien, quoi. Il y a ce côté vraiment, en fait, mais c'est comme à Paris et comme à New York. Pour le coup, t'as je pense que les londoniens, alors au sens large, hein, pas forcément anglais d'ailleurs, les New-Yorkais, les Parisiens se ressemblent sur pas mal d'aspects, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension en dehors de la ville, ou presque de haine pour aller plus loin pour les Parisiens, quoi. J'étais, tu vois, dans le sud de la France il y a 2 jours pour un aller-retour éclair. Parle à des gens qui sont des amis, ils te parlent en toute bienveillance à toi, en disant ouais, mais les Parisiens sur cette période de Covid, etc. Ils aiment pas les Parisiens, quoi, tu vois. Et il y a un peu donc dans cette période, moi, je me suis senti très londonien parce que tu commutes tous les jours. C'est un truc. Enfin, on est tous ensemble, on a tous vécu ce truc. Et à la fois, je pense que pour beaucoup de Français, ce qui se passe sur les événements de Charlie ou du Bataclan ou des choses comme ça, c'est des choses. Ils se disent bon, c'est bien, mais ça peut pas vraiment m'arriver.
je sais pas s'ils se disent pas bien fait non plus, hein, mais soyons clairs, ils sont horrifiés aussi, mais ils sont moins Ils sont dans distants de ça, tu veux dire. Ouais, je pense. Donc je me suis senti très londonien, très vulnérable, mais bon, voilà, ça m'a plutôt ça m'a aussi fait dire que si j'avais des choses à vivre de mémoire, c'était en juillet. Je suis parti en septembre à Paris. C'est pas ce qui m'a fait partir, c'est quelque chose qui m'a fait me dire tout ça tient qu'à un fil, t'as envie de faire des choses fêlées. Voilà. Donc des événements très marquants. Et alors justement, t'as touché un peu du bout des doigts. Ma prochaine question, donc pourquoi est-ce que t'es rentré à Paris pourquoi est-ce que finalement t'as pas monté ta boîte en Angleterre? Non, il y a plusieurs choses. C'est que bon, déjà j'y étais pas depuis si longtemps. Tu vois, j'ai fait un tout petit peu moins d'un an. Du coup, je pense que j'avais pas encore mes marqueurs. Qu'en plus, je pouvais bénéficier d'aide du chômage en France. Ce qui est pas négligeable quand ça aurait pas été si évident. Ouais, c'est pas négligeable et ça aurait pas été si évident de le faire, en tout cas dans les règles de l'art, ou en tout cas dans la légalité si j'étais resté en Angleterre. Donc du coup, ça c'était aussi une des raisons. Et à la limite, même au fond du truc, j'ai pas adoré Londres. Ah ouais. Tu vois. C'est une belle ville, mais alors et peut-être que c'est mon expérience, tu vois, encore une fois, je l'ai peut-être vécu moins aventurière et baroudeur que d'habitude. Alors j'ai adoré Londres sous plein d'aspects, hein, soyons clairs. On en y reviendra tout à l'heure peut-être. Alors là, c'est peut-être plus les Anglais, mais il y a une sorte de jeu entre les Anglais ou une partie des Anglais et les Français. Il y a beaucoup de Français qui aiment pas les Anglais, il y a beaucoup d'Anglais qui aiment pas les Français. Et tu vois, j'en avais dans mon équipe. Tu vois, dans mon business, on était une vraie boîte internationale qui était plutôt suédoise, mais tu vois très internationale, et les mecs qui te faisaient vraiment sentir que ils aimaient pas les Français, quoi. Et en fait, quand tu te joues dans le jeu, ça me fait marrer. Quand à un moment tu sens que vraiment ils aiment pas les Français, voilà. Et alors après, il y avait aussi des Français qui m'agaçaient à Londres. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un milieu tous mes potes étaient dans la finance, dans la banque, etc., etc. Et tout était alors c'était encore une autre époque de la banque et de la finance et des traders et des brokers qui gagnaient beaucoup d'argent. Et tout tournait dans mes réseaux de Français, en tout cas que je voyais là-bas, beaucoup autour de l'argent. Ouais. Et moi, en fait, ma vie tourne autour du business, mais pas autour de l'argent, qui est très différent. Et donc ça, il y avait une sorte de compète, de regard, de choses, chacun se jaugeait, etc., qui m'a pas complètement passionné. Et du coup, là-bas, j'étais pas trop dans un milieu d'entrepreneur, j'étais dans un milieu de financier. J'ai pensé à un moment, tu vois, aller me tester sur 2-3 choses, faire du brokerage ou des choses comme ça, très ouvert à des gens comme moi, je pense un peu baroudeur, voilà. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas mon monde, c'est pas tout ça. Et je peux pas dire que j'ai pas aimé Londres en soi. Je pense que c'est une belle ville, j'y ai passé de très bons moments, mais j'imagine que j'étais pas dans les bons trucs. Donc voilà. Et après, tu vois, je dois dire. Alors, je sais pas quelle est la proportion de gens qui t'écoutent qui sont à l'étranger, à Paris, en France, etc. En fait, alors j'ai complètement adoré New York et je pourrais y revivre, mais moi, je suis parisien d'adoption. Je suis à Paris depuis que j'ai 18 ans. Tu vois, je te disais, j'en ai 41, donc je suis vraiment un Parisien. Mais ma ville de choix, quoi, aussi. Hein, tu vois, ouais, de cœur, t'as raison, mais c'est vraiment, je suis complètement parisien. J'aime pas les tatouages, mais je crois que si je me faisais tatouer un truc, ce serait Fluctuat Nekmergitur, qui est le vraiment, je suis, voilà, c'est une ville qui. C'est ta ville, quoi. Ouais, il y a pas moyen que j'aille vivre ailleurs en France, peut-être dans le monde un jour pour repartir, mais elle combine vraiment. Tu vois, ça me donne la chair de poule en te le disant, mais elle combine vraiment tout ce que je veux, tout ce que j'aime. C'est beau, c'est un peu sale, mais bon, ça changera peut-être. C'est relativement safe, rarement à ce qu'on peut dire. C'est bien pour l'éducation, c'est un pays qui est beau pour le social, pour plein de choses. Et on peut faire des affaires, il y a des gens très bien éduqués, il y a plein d'opportunités aussi. On laisse pas les gens trop dans le caniveau, en tout cas sur le bas-côté. Donc je trouve que ça cumule beaucoup de choses qui me vont très bien. Ouais, c'est une belle déclaration d'amour, ça. Ouais. Je vais peut-être dire une bêtise, mais du coup, en fait, ton seul employeur qui n'ait pas été toi, je sais pas comment le dire autrement, ça a été Métro, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Alors techniquement, j'ai eu Métro France et Métro International. Ouais, mais t'as eu un groupe, quoi. Mais c'était la même boîte. Ouais, c'était la même boîte. Et qui m'a d'ailleurs pas pollué le cerveau, mais ils étaient tellement trash et hardcore que moi j'ai été un entrepreneur longtemps trash et hardcore. Oui, parce que c'est tout ce que t'as connu. Et cette culture, voilà, c'est ça. Et cette culture de, je veux pas dire que j'ai été élevé dans une, tu vois, une éducation.
judéo-chrétienne, de quand même, voilà, bien élevée. Je dis bonjour, je suis poli, je dis merci, etc., etc. Mais après cette expérience, pour moi, le business, c'était la guerre, quoi. Donc, Ouais. c'est sûr que je pense que les gens qui ont bossé avec moi dans les 5 années qu'on suivi dans mes premières Je ne boîtes, reconnaîtrais pas. il y en a certains qui peut-être me portent pas dans leur cœur. Je le regrette peut-être par rapport à eux parce que j'espère que j'ai pas fait trop de dégâts, tu vois. Et je crois pas non plus. Hein, j'ai pas harcelé des gens, mais d'ailleurs je suis toujours très exigeant. Enfin, moi j'ai eu des règles sur des trucs où je me suis pris un un warning alors que j'étais plutôt cadre et que j'étais celui qui rapportait le plus de business à Métro parce que j'étais arrivé à 8h31 un matin, si tu veux, quoi. Ah wow. Et que c'était 8h30 la réunion, quoi. Et voilà, ils voulaient me faire comprendre que, en fait, tu peux être le meilleur joueur de l'équipe, t'es pas au-dessus des lois. Et ils voulaient le faire comprendre à toute l'équipe aussi, tu vois. Et bon, bah moi, tu vois, là-dessus, t'es vénère sur le coup, mais tu comprends la leçon, quoi. Et dans un cadre très français, c'est plus compliqué. Et voilà, et moi, je pouvais être un peu trash. Après, donc, ouais. Et justement, donc, est-ce que tu as observé, c'est peut-être plus difficile pour toi, mais tu as du coup été employé par Métro en Angleterre et en France. Tu as observé comme ça des grandes différences de culture du travail. Maintenant, j'imagine en plus avec tous les gens, toutes les boîtes avec lesquelles tu bosses, j'imagine que c'est une grande source d'inspiration aussi pour influencer ta culture du travail maintenant, quoi, en 2020. Ma question n'a pas de sens, excuse-moi. Il y a beaucoup. Non, si, mais je crois que si, mais en fait, alors ce que j'ai identifié, c'est que c'était une boîte suédoise avec quand même un Jan Steinbeck, le fondateur, et Pelle Thornberg, le CEO. Donc Jan Steinbeck est mort à peu près au moment où je suis rentré dans la boîte, mais Pelle Thornberg, c'était vraiment c'était très américanisé dans l'approche, donc il y avait une grosse culture du reward, quoi. Donc moi j'adore toujours cette culture, honnêtement. Je pense que je peux faire, je l'ai posté récemment sur LinkedIn, Zoé que j'ai recrutée, qui est ma productrice. Et ben Zoé qui est ma productrice, elle vaut n'importe quelle productrice qui a 15 ans d'expérience et pourtant elle en a 22. Mais elle se donne tellement et elle apprend tellement vite, elle est tellement smart que il n'y a pas de sujet. Donc tu vois, elle le prouve au fur et à mesure et je me dis pas tiens il faut que tu attendes d'avoir tant d'années d'expérience. C'est très anglo-saxon ça aussi finalement en fait. C'est que oui. T'es arrivé là pour une bonne raison en fait. On va pas commencer par te demander de faire tes preuves pendant 15 ans. T'es là, bah vas-y, fonce et fais-nous rêver, quoi. Ouais. C'est exactement. Et il y a une grosse culture du faire, du do it, quoi, de génération do it yourself, c'est aussi ça, mais le faire est pour moi quelque chose de primordial et qui a aussi été un des trucs qui a été dur en Angleterre. Je vais pas rentrer je vais rentrer dans des clichés, pardon, mais les Anglais qui m'entouraient étaient dans une culture très politique. Je peux pas généraliser, voilà, mais ils étaient pas dans une culture du faire et c'est une des choses qui m'a un peu chagriné à un moment. C'est-à-dire que moi, je me bataillais. Quand j'avais des succès, j'avais l'impression qu'on me les piquait. Ça, des petits chefs comme ça, t'en trouves partout. C'est pas que en Angleterre, mais ça m'a un peu, il y avait une sorte tu vois, je devais jouer des coudes pour montrer que ce que je faisais c'était bien, alors qu'en fait, je voulais juste faire des choses bien et que on le reconnaisse, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et donc moi j'ai eu cette culture du faire très tôt et ça je pense que je peux remercier Métro vraiment d'avoir été là-dedans et même plus loin, il n'y a pas que d'ailleurs je dois prendre une femme qui s'appelle Valérie Descamps qui était la CEO de Métro France qui est arrivée de chez Énergie la radio qui est vraiment très ancrée dans cette culture aussi. Et Valérie a été pour moi assez jeune un modèle de quelqu'un qui est dans la culture du faire. Elle mouillait la chemise pour aller en rendez-vous, en machin avec toi. Elle nous sollicitait, elle nous poussait. Elle était vraiment à fond les mains dans le cambouis. Pour une patronne de presse, je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas deux comme ça. Et elle aujourd'hui, c'est la patronne ça doit être Média Transport, ça s'appelle, je crois que c'était Métrobus avant. Elle est toujours dans l'univers de la publicité, mais autour du métro, des bus et tu vois, de mobilier urbain. Donc il y a aussi des Français qui sont clairement dans cette culture. Et ça, tu vois, c'est des choses qui aujourd'hui se potentiellement généralisent aussi dans les cultures très start-up. Et moi, j'ai eu la chance d'être un peu au tout début de ces univers de start-up, mais de déjà baigner dans tout ça grâce à un mélange suédois, américano, anglais, français. Tu vois, donc c'est chouette. Un joli mélange, d'accord. En parlant aussi d'autres choses en fait, de la culture anglo-saxonne que tu as importée et qui te font clairement kiffer maintenant au quotidien. J'ai parlé du podcast Génération Do It Yourself, mais c'est pas le seul. Les podcasts viennent un peu du monde anglo-saxon. Enfin, ils se sont développés au tout début
dans le monde anglo-saxon. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots pourquoi est-ce que tu as eu cette envie en fait de créer un podcast, et je sais que tu en as créé d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoute, alors je me suis mis à écouter 2 podcasts principalement. Je sais plus comment je suis arrivé là. Si, mais ça doit être Tim Ferriss. J'avais lu La semaine de 4 heures il y a longtemps, et j'ai écouté le Tim Ferriss Show assez tôt. En tout cas, avant l'épisode 100, ça c'est sûr. Et là, pour moi, alors je me suis accroché à ce truc. Ça a été une sorte de révélation. Ça me permettait d'entretenir mon anglais. Ça me permettait d'apprendre des meilleurs. Je me suis dit, attends, mais c'est juste incroyable. Puis après, j'ai découvert Startup, qui est un podcast de Gimlet Media, qui a depuis été revendu à Spotify pour $200 millions, je crois. Ouais. Gimlet. Startup, podcast fantastique qu'il faut écouter depuis le premier épisode. Voilà. Et puis j'écoutais après comment il s'appelle, James Altucher, un peu de Joe Rogan, 2-3 voilà, des solo podcasters, si je peux m'exprimer ainsi, qui étaient vraiment des gens qui avaient leur Zoom H6 comme j'ai sous les yeux, leur micro, leurs 2 micros, puis qui allaient juste passer un moment avec leur invité, et ils l'enregistraient, voilà. Et je me disais, tiens, c'est vraiment super comme concept. Je me dis, ça finira bien par arriver en France. Puis je sais pas, j'attendais un peu, et à un moment je me suis dit, mais en fait, c'est pas ton genre d'attendre, ça n'arrive pas. Vas-y, quoi, fais-le. J'ai regardé un peu ce qu'il fallait acheter. Il y avait l'équivalent de 500 € de matos. Je l'ai commandé le jour même. Dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit, attends pas. Ouais. Tu commandes, tu le fais. Le temps que ça arrive, que je comprenne comment tout ça, je me suis dit, dans 1 mois, t'as sorti ton premier épisode. Ce mois, m'a permis de me faire un peu mieux. T'attends pas, hein. Ouais. Non, mais il faut pas attendre. Excuse-moi du cliché, mais la vie est trop courte. Et puis après, en fait, tu te fais griller par d'autres, et puis voilà. Au pire, t'arrêtes, mais voilà. Moi, je me suis dit, je veux pas rentrer dans ce truc, je vais arrêter. Je lance mon premier épisode, février 2017, et je me dis, comme je suis un peu un expert pour sauter tout le temps sur des nouveaux projets, je me suis dit, tu vois, j'avais fait ça sur quelques années avant sur Instagram. Je postais beaucoup, j'avais gagné beaucoup de followers, et puis je m'étais dit, bon, tiens, et c'était même avant vraiment la mode d'Instagram, tu vois. Je dis, bon, bah c'est bon, j'ai coché la case, j'ai compris Instagram, je passe à autre chose, tu vois. En fait, c'est con parce que j'aurais pu en faire un vrai truc, je sais pas, mais je suis plutôt plus content d'avoir fait ça sur le podcast en l'occurrence. Et du coup, je me suis dit, attends, là-dessus, t'en fais au moins 10, tu tiens jusqu'à l'été 2017, puis on voit ce que ça fait. Je me suis régalé, et donc voilà comment ça s'est fait en fait, hein, et de manière très simple, la plus organique, on va dire rationnelle dans l'organisation, pas de montage, vraiment hyper. Je voulais faire quelque chose, comme j'avais déjà beaucoup de travail et 2 enfants à l'époque. Je me suis dit, voilà, faut faire des trade-offs. Le trade-off, c'est mon podcast toutes les semaines, enfin à l'époque toutes les 10 jours, 2 semaines, et un tout petit peu moins de sport peut-être, mais en l'occurrence, voilà. Et donc je l'ai sorti, mais en me disant, je fais quelque chose de très brut. Et je pense que c'est ce qui plaît en fait. En fait, ça, c'est l'authenticité de la conversation, c'est clair. Ouais. Pour finir, Mathieu, qui serais-tu aujourd'hui si t'étais pas parti à l'étranger, si tu t'étais pas expatrié? Qu'est-ce que tu ferais dans la vie? À quoi ressemblerait ton quotidien, tu penses? Je sais pas, mais il serait triste. Honnêtement, je peux juste te dire ça. C'est que tu vois, si même je reviens avant mes expatriations, New York, et que j'enlève même les Kansas City et toutes ces petites expériences, j'ai l'impression, pas la prétention, j'ai l'impression de connaître le monde quand même, tu vois, de connaître un peu l'Amérique du Sud, de connaître l'Angleterre, l'Espagne un peu où j'ai passé du temps, même un peu en ayant bossé, tu vois, dans une ville comme Londres où je partais tout le temps, l'Europe en fait, la Suède, les Hollandais et leurs travers, non, j'ai beaucoup de potes en Hollande qui c'est drôle, tous les gens qui bossent en Hollande détestent les Hollandais. Mais j'ai remarqué ça, ce qui n'est pas vraiment le cas partout ailleurs, mais là-bas, c'était assez unanime. C'était très spécial. Je sais pas si tu as déjà eu des gens qui habitaient à Amsterdam, mais tu leur poseras la question. Non, pas encore, mais ouais. Je sais pas s'ils le diront, mais tu verras, c'est très spécial. Et du coup, voilà. Et ouais, tu vois, du coup, ça veut dire que probablement j'aurais gardé, je serais resté à mon point de départ probablement. Et j'aime beaucoup Cherbourg, je trouve ça très beau, mais voilà, je préfère avoir vu le monde tel qu'il est, les gens découverts, être fasciné de me dire tiens, les Brésiliens sont tellement beaux et heureux et sympas, et à la fois ils sont incapables de mener un pays dans un
je sais pas quoi, nulle part en fait. Tu vois, ils font que de la merde avec leurs forêts, avec leurs hommes politiques corrompus, avec tout ça. Tu te dis mais comment tu peux être aussi et je trouve ça magique, hein, tu vois. Mais comment ça peut être deux opposés quand tu arrives là-bas et que tu vis vraiment et que tu vas à des j'ai oublié le mot, mais c'est gros barbecues un peu populaires avec des Brésiliens vraiment, tu vois, dedans, dans le Brésil, quoi, que tu vis. Moi, j'étais tout seul, que j'ai pas vu un Français là-bas, pas un étranger. Tu passes avec eux des moments de ouf où vraiment tu t'éclates et où tout le monde est sympa et tu sens qu'eux sont heureux, mais vraiment heureux dans les tripes. Et tu te dis, mais tu vois cette violence à la fois si et je parle pas de quartier riche, hein, et tu vois, tu te dis c'est fou, l'homme est capable de, de tous les excès, quoi. Et donc voilà. Donc je pense que si j'avais pas vécu tout ça, bah je serais rien. Voilà. Tu vois, c'est peut-être un peu trash, mais et ça ne concerne que moi. Et en l'occurrence, je porte absolument pas de jugement de valeur sur les gens qui n'ont pas voyagé. Pas, voilà, mon père et tout ça, c'est une personne extraordinaire, trouve ses ressources ailleurs, dans des livres, dans des choses comme ça. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ma richesse, elle vient en grande partie de tout ça. Écoute, c'est une belle conclusion à cette conversation. Je te dis un grand merci. Merci à toi. Avant de nous quitter, tu le sais, la tradition dans ce podcast, c'est de découvrir finalement un ou plusieurs de tes lieux d'expatriation au travers de lieux, d'expériences, de choses à découvrir ou même à goûter. Qu'est-ce qui pour toi serait 3 choses à ne surtout pas manquer qui sont soit So London, soit So New York, donc le Londres ou le New York de Mathieu, ce serait quoi? Alors ce sont donc des expériences qui datent de 2000 et 2005, donc c'est assez vieux, donc je peux pas forcément donner des adresses exactes. Pas de problème. Il y a des choses à vivre, en tout cas dans les mégapoles comme ça, mais y compris Paris. Moi, j'ai adoré la nuit en fait dans ces endroits, sous tous ces aspects. Mais c'est des endroits de fête incroyables. Et donc ça là-dessus, je pense qu'il faut essayer de trouver pas forcément la fête des touristes comme tu vois à Paris où tu vois tous les touristes qui vont être capables de venir, qui vont au même endroit en fait. Tu vois, c'est les guides qui te mettent là. Donc faut faire attention à ça. Faut vraiment aller sur les lieux, te laisser emmener par le vent un petit peu pour arriver dans des endroits un peu dérobés. Mais je trouve ça assez tu vois, là, on parle de ville et la ville, ce qui est magique, c'est et particulièrement New York, mais alors, beaucoup plus que Paris, ça c'est sûr, et un peu plus que Londres, des villes qui vivent vraiment 24/7, quoi. Et donc, il faut, tu vois, se sortir de sa zone de confort et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à New York à 4h, 5h du matin, voilà. Et moi, j'ai fait des retours, j'avais pas un sou, et pourtant, je sais pas comment on se débrouillait, mais de boîte de nuit en limousine, tu rentres chez toi, c'est des trucs complètement débiles et improbables. Et voilà, donc je pense qu'il faut aller pousser un peu les expériences dans mettre son réveil à 3h ce genre de ou alors mais vraiment sortir et aller voir un peu. Je pense que en tout cas c'est le propre des tu vois la beauté de la campagne et de la nature, c'est autre chose, mais dans ces énormes villes il y a un peu de ça. Après évidemment c'est des centres culturels énormes, donc tu vois que ce soit le MoMA ou le Met, c'est peut-être là très cliché, je vais rien apprendre, mais en fait il y a beaucoup de gens qui disent c'est tellement cliché qu'ils y vont pas, mais faut absolument aller voir ces musées. À Londres, il y en a tout un paquet avec des choses tellement incroyables à voir, que ce soit en tant qu'adulte ou avec des enfants. Voilà. Et après, je pense que voilà, il faut essayer de se mettre au maximum dans la peau des gens qui habitent, quoi. Essayer là pour le coup de comprendre des vrais Parisiens, des vrais Londoniens, et de savoir ce qu'ils font le week-end, eux leurs petites adresses, vivre un peu ça, tu vois, vivre avec eux et pas juste à côté d'eux. Exactement. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'en fait, moi, j'accueille pas un New-Yorkais chez moi. C'est pas que je veux pas. Parce qu'en fait, on vit entre Parisiens, ils vivent entre Londoniens, les New-Yorkais de longue date vivent entre eux, tu vois. Et en fait, souvent, même quand t'es plus grand, plus âgé, les écoles sont les écoles françaises ou les écoles, voilà. Donc en fait, j'ai pas cette occasion, tu vois. Et je pense que c'est important d'être capable de vivre comme je le disais sur le Brésil, et les churrascarias, je dirais, si c'est bien ça, de vivre le truc comme un autochtone, quoi, tu vois. Et je l'ai vécu en Indonésie, je l'ai vécu au Brésil, je l'ai vécu aux États-Unis par mes expériences immersives grâce à mes parents. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher. La beauté du voyage, elle n'est pas que dans le lieu, elle est vraiment beaucoup dans les gens. Non, mais alors, écoute, moi, je vais t'embaucher pour faire mes conclusions. C'est magnifique.
Merci. Écoute, ravi Anne-Claire. Écoute, c'était super intéressant de découvrir, en fait, pour une fois de t'avoir de l'autre côté du micro, en fait, de pouvoir te poser plein de questions. J'aurais bien aimé t'en poser encore, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te dis un immense merci, je te souhaite une super bonne continuation. Merci Anne-Fleur, je vais te faire encore mieux pour ta conclusion. Je vais juste dire à tes auditeurs de bien te suivre partout, de s'abonner à ton podcast parce qu'en fait souvent on oublie si tu as une newsletter de s'abonner à la newsletter pour recevoir les épisodes parce que voilà souvent on les oublie. Et puis évidemment de Génération Do It Yourself, allez-y, la martingale, le panier, on en a plein sur Cosa Vostra, vous allez vous les trouver nos podcasts. Je t'embrasse Anne-Fleur. Merci beaucoup. Salut. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié la balade entre New York, Londres, Bali et le Brésil. Un immense merci à Mathieu et Stéphanie d'avoir passé cette petite heure avec nous, nous avoir fait voyager donc et d'avoir vraiment partagé ses expériences. Et puis merci à lui d'avoir fait ma conclusion puisque finalement il a fait une grosse partie de mon boulot. Donc vous l'avez entendu, abonnez-vous au podcast, allez faire un tour sur Apple Podcast pour nous donner plein d'étoiles et mettre un petit commentaire. C'est vraiment un des meilleurs moyens de nous aider à gagner en visibilité. Et nous avons effectivement une newsletter. Rendez-vous sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com pour recevoir les nouveaux épisodes ainsi que des inspirations en tout genre, en lien bien entendu avec le voyage et l'expatriation tous les mois. Si vous souhaitez en savoir plus sur Mathieu et sur les podcasts sur lesquels il travaille, ainsi que sur les entreprises qu'il a fondées ou qu'il dirige actuellement, je vous invite à aller faire un tour sur le site de sa boîte, cosavostra.com, sur son profil LinkedIn, qui est un réseau social sur lequel il est très actif. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, ainsi que sur son profil Instagram, Matt in Touch. Et puis enfin, je ne peux que vous encourager à aller découvrir son podcast, Génération Do It Yourself, qui est vraiment une mine d'inspiration et d'informations que j'adore écouter. Donc je vous recommande absolument d'aller y faire un tour. Plein d'épisodes absolument passionnants. J'ai adoré personnellement celui avec le patron et cofondateur de Dashlane dans la cybersécurité, qui est d'ailleurs aussi expatrié à New York depuis plusieurs dizaines d'années, et avec Yannick Noah, 2 épisodes absolument incroyables et qui sont relativement récents. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.